Bienvenue sur ce nouveau numéro d'Ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on a choisi d'aller à la rencontre d'une femme exceptionnelle, qui est française, mais qui est tout aussi sénégalaise. Il s'agit de Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo est journaliste, elle est blogueuse, elle est écrivaine, elle est tout un tas de choses, mais c'est surtout une femme de combat. Un combat contre le racisme en France. Elle est devenue en quelques années la figure emblématique de la lutte contre le racisme. Nous allons l'écouter et nous allons échanger avec elle. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. On est ravis de te rencontrer aujourd'hui à Paris dans un événement. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. Et toi-même? Ça va, ça va. Rokhaya Diallo, la sénégalaise, elle est très attachée au Sénégal ou... Oui, elle y est attachée de fait parce que mes parents, effectivement, sont sénégalais, sont tous les deux nés au Sénégal. Ma mère est de Dakar, originaire de Khombole, mon père de Kaolack, donc forcément, j'ai eu l'occasion de visiter le Sénégal assez régulièrement étant petite. Et c'est marrant parce qu'il y a eu des évolutions. Quand j'étais petite, j'y allais souvent. Quand j'étais ado, j'en ai eu marre. Et finalement, comme tous les ados, je voulais plus aller en vacances avec mes parents, etc. Tu voulais plus aller au Sénégal? C'était que je voulais plus aller en vacances avec mes parents. Je pense que c'était plus... Enfin, je voulais vraiment de l'autonomie, je voulais voir le monde. Et puis finalement, à l'âge adulte, j'ai redécouvert le Sénégal avec mes propres yeux. Et j'ai réussi à y développer un attachement beaucoup plus personnel, qui était moins la contrainte de on part tous en vacances pour aller voir... faire le tour du Sénégal, aller voir la famille, etc. Ce qui m'empêche pas d'aller voir la famille. Je veux pas me mettre dans une situation de conflit avec des gens que j'apprécie. Mais voilà, le fait de pouvoir choisir les moments où j'y vais et d'y aller sans forcément la famille, etc. Même si maintenant c'est plus cool. En tout cas, plus être dans une situation d'enfant par rapport aux parents, de petits enfants, de jeunes enfants, c'est assez chouette. Donc ouais, j'y suis très attachée. De pouvoir écrire une page d'histoire entre le Sénégal et toi sans forcément qu'il y ait d'intermédiaire. Exactement. Et puis et c'est assez marrant parce que j'ai pas la nationalité sénégalaise. Et je suis dans une espèce dans les méandres de l'administration sénégalaise. Donc si quelqu'un peut m'aider à obtenir... Tu n'as pas la nationalité sénégalaise. Monsieur Amadou Diallo, consul du Sénégal, on va vous envoyer quand même Rokhaya parce que jusqu'à présent, elle n'a pas la nationalité. J'ai essayé, mais c'est tellement... je suis dans une espèce de trou, de vortex administratif où j'arrive pas à l'obtenir alors que mes deux parents sont sénégalais. Mais ça devrait changer parce qu'au Sénégal, maintenant, il y a un mot à la mode, c'est le fast track. D'accord. Peut-être que ça peut changer. Je l'espère. Le fast track, ça va faire aller les choses plus rapidement. Pour en revenir à ton parcours sur les réseaux sociaux, notamment en France, on voit beaucoup Rokhaya Diallo qui est attaquée, invectivée par un combat qui était personnel, mais qui est aussi le combat de tout le monde sur la base du racisme. On t'entend beaucoup sur ce sujet. Oui, je suis très engagée contre le racisme en France et partout, mais en France particulièrement parce que c'est l'endroit où je suis née, parce que je trouve que les personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont issues des anciennes colonies ou de l'esclavage, donc qu'elles soient noires, asiatiques ou d'origine arabe, sont sous-représentées et que souvent on parle d'elles dans la sphère publique de manière stigmatisante. Donc mon propos, c'était vraiment de dire que d'une part, on avait une place tout à fait légitime dans l'espace français et que si notre histoire elle est mêlée à celle de la France, c'est parce que la France a conquis le Sénégal à un moment donné. Donc d'une certaine manière, on est la conséquence de cette histoire qui a commencé de manière très très violente. Et puis qu'aujourd'hui, si on doit parler de nous, on préfère le faire nous-mêmes avec notre terminologie, selon nos propres termes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Et je me rends compte que d'être une des rares femmes noires sur la place publique et qui plus est une des rares femmes noires qui parlent de manière très explicite de racisme, d'islamophobie, eh bien ça m'attire à l'antipathie de nombreuses personnes et je suis régulièrement injuriée, menacée par des personnes qui ne supportent pas en fait à la fois d'entendre une femme noire s'exprimer, mais en plus le faire sur des thématiques musulmanes, mais en plus le faire sur des thématiques sur lesquelles on ne parle pas tant que ça en France. Le racisme c'est quand même un gros tabou français. Donc oui, évidemment ça énerve, ça insupporte les gens et je reçois beaucoup de soutien, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui viennent aux événements auxquels je participe, mais il y a beaucoup d'agressivité, à la fois de gens qui sont complètement inconnus, et j'ai déjà engagé des procès contre des gens qui m'avaient menacé de viol, menacé de mort, des procès que j'ai gagnés, mais aussi de la part de personnalités qui parfois s'en prennent à moi comme si j'étais le symbole d'une France qui se communautariserait, alors qu'au contraire, j'espère porter l'image d'une France où les minorités ont aussi la parole. Donc au XXIe siècle, en France, on ose menacer une femme de viol parce qu'elle s'oppose au racisme.
Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement. J'ai beaucoup de camarades féministes aussi qui sont menacées de viol de manière régulière. Et c'est ahurissant parce que c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et c'est une manière de tenter de nous faire taire et de nous renvoyer à notre condition de femme. Parce que quand on dit à une femme qu'on va la violer, c'est une manière de lui dire, ben voilà, en fait, tu n'as pas le droit d'investir cet espace et je vais te rappeler qui tu es en tant que femme. Et c'est de l'intimidation. L'idée, c'est vraiment de nous décourager et nous inciter à nous retrancher de la sphère publique. Et moi, au contraire, ça me donne vraiment l'envie davantage de m'affirmer et de dire que cet espace m'appartient. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'on te ramène à ta condition de femme noire, parce que parfois on dit Rokhaya Diallo, qui est d'origine sénégalaise. Tu dis tu n'as pas la nationalité sénégalaise, c'est quand même rocambolesque. On te cantonne à un rôle d'étrangère, de femme noire, alors que tu es 100% française. Ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'on ne me laisse pas vraiment le choix de me définir. C'est que moi, ce que j'aime pas, c'est que des gens qui vont systématiquement nous demander d'où on vient, comme si on était venu. Moi, je ne suis pas venue en France, j'y suis née. Et qui vont absolument vouloir qu'on leur raconte une histoire relative à notre généalogie. Or, cette histoire, elle m'appartient. Et il m'appartient d'en parler comme je l'entends, selon mes propres termes. Et en fait, les gens, en réalité, souvent... Mais il faut toujours se justifier. C'est ça, il faut se justifier. Puis ils ne s'intéressent pas vraiment à l'endroit d'où on est originaire. Parce qu'il m'est arrivé que parfois je dise que je suis originaire du Sénégal et qu'on me réponde « Ah, j'ai vu un super documentaire sur le Mali », qui est un autre pays, on est d'accord. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait pour ma culture et pour la culture de mes parents. C'est plus que les gens veulent savoir pourquoi je suis noire et d'où vient cette couleur de peau. Et finalement, c'est une manière de me cantonner et de refuser que je sois autant française que les Français. Et on peut être 100% français et 100% sénégalais. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais encore faut-il qu'on nous laisse le droit de le dire à un moment où on veut le dire. Parce que les gens l'utilisent beaucoup pour invalider de manière notre citoyenneté. Moi, quand je vote en France, je vote pas avec un demi-bulletin. Ma voix compte autant que celle de n'importe quel Français et que de n'importe quelle Française. C'est important de le dire et je veux pas que ce soit interprété évidemment comme un rejet de ma culture d'origine, comme un rejet de mes origines, parce que c'est quelque chose que je porte, ne serait-ce que dans mon patronyme, et que je porte vraiment avec une grande fierté. Mais je veux pas que des gens s'autorisent en fait à me classifier, à me réduire simplement du fait de mon apparence physique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure en commençant que tu veux écrire ton histoire avec le Sénégal sans forcément tes parents, tu y vas souvent en ce moment. Est-ce que tu as aussi cette envie, aussi bien comme tu es engagée en France, de l'être au Sénégal au même titre sans être obligée de choisir d'être française, sénégalaise ou qu'on te cantonne à un rôle ? Oui, parce que je pense que je suis tout ça à la fois et je parle beaucoup de l'influence que mes parents ont eue sur moi, sur ma conception du monde. Et donc j'ai envie de m'investir au Sénégal, mais je ne veux pas le faire avec l'arrogance du colon, entre guillemets. C'est-à-dire que même en étant française d'origine sénégalaise, j'ai la conscience du fait que je ne suis pas née au Sénégal, je n'y ai pas grandi, donc je ne connais pas les réalités sénégalaises. Même si j'y ai passé du temps, je pense que je suis beaucoup moins légitime que les personnes sur place pour identifier les problématiques. Moi, ce que je pense, c'est que nous, en tant que personnes de la diaspora, on a un rôle à jouer, mais on a un rôle depuis l'endroit où on est et on est situé. Et donc, il ne faut pas venir de manière arrogante en disant qu'on va résoudre les problèmes des gens sur place. Il y a largement les ressources et les compétences intellectuelles. Au Sénégal, il y a des gens brillants, d'ailleurs sur tout le continent africain, qui sont largement en mesure d'identifier leurs problèmes et d'identifier les manières d'y répondre. Moi, en revanche, ce que je peux apporter, c'est ma perspective, qui est une perspective qui a été développée sur le continent européen, et cette double conscience, si je veux citer un intellectuel américain qui parlait de la double conscience des minorités. Donc j'ai envie de m'investir au Sénégal, j'ai envie de m'investir en particulier auprès des femmes, de parler aussi de la fierté de soi. Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent par rapport à moi. Je sais que cette question de la couleur de peau, le fait d'avoir la peau foncée, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et c'est un débat, moi, que j'ai envie d'engager parce que, pour le coup, je me sens autant concernée que les femmes qui sont au Sénégal. Mais encore une fois, voilà, j'ai envie... Là, je vais aller au Sénégal au mois de juillet, dans le cadre d'un événement qui est organisé par la marque L'Essence de Marrakech, qui s'appelle Wellness Day, qui est toute une journée de réflexion sur l'estime de soi, sur la confiance en soi et l'amour de soi, avec des femmes sénégalaises. Et je trouve qu'on a des choses à partager sur ce plan-là, parce que, évidemment, il y a des complexes qui sont développés par des canons qui ont été mis par l'Occident, et ces canons-là pèsent autant sur moi qui suis en France que sur des femmes qui sont sur le continent africain. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion, et puis après, c'est quel lien on peut tisser en étant à des endroits différents. Moi, ce qui m'intéresse aussi en tant que Française, c'est vraiment de peser sur le débat par rapport aux migrations. Parce que ce dont je me rends compte, c'est que j'ai un passeport qui me permet d'aller partout, pas quasiment partout dans le monde, sans me poser de questions. Je ne me pose jamais de questions. Si je vais aller en vacances, je me dis, tiens, si j'allais au Vietnam, et puis voilà, le lendemain, je peux être au Vietnam si je le désire. Et c'est un luxe que des gens de ma famille, donc qui me ressemblent physiquement, qui ont le même nom que moi, n'ont pas.
C'est-à-dire que si ces gens qui sont mes cousins, mes cousines veulent me rendre visite, ils sont obligés de passer par des tourments administratifs sans fin. Donc là, je pense que je peux utiliser mon privilège pour parler de la question migratoire et pour dire comment il se fait en fait qu'on est sur un continent qui érige des barrières et qui empêche les miens de venir me rendre visite, alors que moi j'ai ce luxe de pouvoir voyager partout dans le monde. Moi, la question migratoire, pour moi, c'est une question importante parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent dans la Méditerranée, dont de nombreux Sénégalais, mais pas seulement. Et on ne peut pas décemment vivre dans un monde qui accepte que des jeunes aillent quasiment au suicide pour simplement avoir le droit de voir autre chose que leur pays. Pour moi, la condition humaine, c'est le droit de circuler. Le droit de circuler, il est protégé par la Déclaration universelle des droits humains, le droit de partir dans un pays qui n'est pas le sien. C'est un droit qui est protégé, c'est un droit humain. Donc je vois pas pourquoi moi j'aurais ce droit-là et que mes gouvernants, au nom d'une idéologie qui pour moi est une idéologie franchement raciste, priverait de ce droit d'autres personnes simplement parce qu'elles sont nées du mauvais côté de la frontière. Mais tu es consciente que c'est une idéologie que très peu de personnes partagent? Absolument, mais je suis consciente aussi du fait que il faut, moi j'ai la chance d'avoir une plateforme publique, donc il faut en parler. Quitte à s'attirer les foudres de tout le monde. Absolument, mais je trouve que c'est un peu facile. C'est-à-dire que le confort dans lequel je vis, il est lié à l'oppression d'autres personnes. Donc ne pas en avoir conscience, je trouve que c'est irresponsable. Et le minimum, c'est de se dire que si on vit aussi confortablement, c'est parce que d'autres personnes sont exploitées. Et que le luxe qu'on a de pouvoir circuler aussi simplement et aussi facilement, il ne doit pas nous faire oublier ce que subissent d'autres personnes. Et voilà, il y a des pays africains comme l'Algérie qui ne donnent pas des visas de manière mécanique à tout le monde. Et je trouve que quand moi je vois des Français qui veulent aller en Algérie, qui se voient refuser leur visa, je leur dis en même temps, c'est la vie de la plupart des gens sur cette terre. Et c'est vrai que du coup, on n'ira pas dans nos vacances, on n'ira pas prendre nos vacances dans le désert algérien. Mais en même temps, ça me semble important qu'on nous rappelle que oui, on n'a pas, c'est pas censé être automatique. Et je sais que c'est subversif, mais en même temps, il y a des partis on sort des élections européennes, il y a des partis qui portent ces idées-là. Mais aujourd'hui, en France, il y a quand même de plus en plus de camps de migrants qui se remplissent. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de SDF. Si déjà, avec on n'a pas la capacité d'accueillir déjà le contenu d'aujourd'hui, est-ce qu'en ouvrant un peu plus, en accueillant un peu plus, ça ne va pas être l'explosion? Ça ne va pas être la guerre? Ça, je trouve que c'est un fantasme. C'est un fantasme dont je comprends l'origine. Mais quand on est très pragmatique, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui s'établissent de manière clandestine et qui vivent dans la clandestinité et du coup qui restent. Ce qu'on a remarqué, ce que remarquent les universitaires, les sociologues, c'est que quand on donne la possibilité à une personne migrante d'avoir une situation régulière, c'est-à-dire que quand cette personne a des papiers, la première chose qu'elle fait, c'est de repartir dans son pays d'origine. Et souvent, on a des personnes qui sont en situation de migration irrégulière, qui restent bloquées en France pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans la possibilité de rentrer chez eux, parce que en fait, ils sont dans la clandestinité. Et en réalité, si on ouvrait davantage les frontières, si on était dans quelque chose de plus souple, les gens feraient des allers-retours beaucoup plus facilement. Et peut-être qu'ils ne s'établiraient pas de manière aussi longue, comme on imagine qu'ils veuillent le faire. Et en plus, on n'est pas débordé par l'immigration. La France, c'est un des pays les moins accueillants sur le plan européen en termes de migrants. La Suède, l'Allemagne sont beaucoup plus accueillantes que la France. Et pourtant, l'Allemagne et la Suède se portent beaucoup mieux économiquement que la France. Donc je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter les fantasmes. On a besoin de cette richesse. Le continent européen n'a jamais été aussi riche qu'à l'époque de la Renaissance, à l'époque où justement les artistes circulaient et produisaient des œuvres qui sont aujourd'hui des œuvres qu'on va voir dans les plus grands musées du pays. Donc je ne crois pas du tout à ce mythe des migrants qui viendraient nous priver de notre bien-être parce qu'on est un pays qui vieillit. Et si on fait la balance économique, les migrants rapportent plus d'argent qu'ils n'en coûtent puisqu'ils payent des impôts et puisqu'ils produisent des richesses. Donc aujourd'hui, en fait, l'immigration telle qu'elle est perçue en Europe, elle est totalement... elle n'est pas bien perçue en Europe, en tout cas, elle est mal perçue par ceux qui veulent faire croire à tout le monde que les migrants vont nous envahir, en fait. Oui, puis elle est fantasmée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la réalité du nombre de personnes étrangères en France. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les choses depuis 40 ans, le pourcentage d'étrangers en France n'est pas plus élevé aujourd'hui qu'au début des années 80. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est de l'idéologie et qui est du fantasme. De la même manière, les gens ont peur des migrants, des migrants et des migrantes d'ailleurs, parce qu'ils pensent beaucoup aux migrants africains et ils pensent beaucoup aux migrants musulmans. Il y a vraiment cette crainte de l'islam. Et quand on fait des sondages et qu'on demande aux Français
on leur demande en fait à combien ils estiment le nombre de musulmans en France. Les Français sont ceux qui surestiment le plus le nombre de musulmans dans leur pays de tous les autres Européens. Les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans en France. Le vrai chiffre, c'est 6%. Ce n'est que 6% sur 66 millions de personnes. Voilà, apparemment il y aurait 5 à 6 millions de musulmans, donc c'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Sur une population, donc sur une population aussi importante, mais les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans. Donc ils pensent qu'il y a 20 millions de musulmans. C'est plus de 20 millions, ce serait 22 millions même. Donc on voit qu'on est dans un délire on passe des migrants, des clandestins aux musulmans. Parce que le musulman, il peut être né ici, parce que toi, absolument, tu es né ici, tu es française. C'est ça. Et la plupart des musulmans sont français, ils ne sont pas des migrants, l'écrasante majorité. Mais dans la tête des gens, c'est pour ça que je fais le fil entre les deux, c'est que les gens imaginent que les migrants sont des musulmans et que les musulmans ne sont pas français. Et bien sûr, la plupart des musulmans de France sont nés en France. Et d'ailleurs, le territoire français, il y a plus de musulmans, c'est Mayotte. 95% ou 90% des Mahorais sont musulmans, mais il y a aussi des musulmans à La Réunion, donc sont deux territoires français qui sont dans l'océan Indien, deux départements français qui sont dans l'océan Indien. Donc on se trompe sur ce qu'on imagine des musulmans de France. Donc pour en revenir un peu plus au Sénégal, sur le déplacement que tu vas y faire, au Sénégal, aujourd'hui, on constate, mais dans certains pays d'Afrique aussi, que les femmes ont tendance à se dépigmenter la peau. Je pense que c'est un combat que tu regardes aussi sur l'estime de soi. Tu parlais de l'estime de soi, s'aimer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image qu'on renvoie aux femmes africaines sur les codes de beauté, est-ce que ça ne fausse pas un peu la projection des femmes africaines ? Oui, je trouve que c'est quelque chose de très valeureux, c'est-à-dire qu'on vit une oppression, à la fois une oppression économique, mais aussi une oppression esthétique. C'est-à-dire que les canons de beauté tels qu'ils ont été érigés ont promu les traits physiques qui correspondaient aux traits des personnes dominantes, en situation de domination coloniale ou esclavagiste. Et donc on a construit l'idée que ce qui était plus beau était blanc. Et on voit de toutes les façons, les unes de magazines, même les célébrités noires, souvent les femmes noires qui sont célèbres et qui sont valorisées, ce sont les femmes les plus claires de peau. Et c'est vrai que ça instille chez les femmes noires, qu'elles soient en Afrique ou sur d'autres continents, le fait que celles qui sont très très foncées sont moins belles que les autres. Et ça, je l'entends beaucoup, y compris au Sénégal et dans ma propre famille. J'ai des personnes qui se dépigmentent ou qui sont complexées parce qu'elles ont la peau très foncée. Et ça ramène des problèmes de santé graves. Très très grave. On est sur un problème de santé majeur, avec des cancers, avec des peaux qui perdent toute leur protection, avec parfois des décès prématurés, simplement pour correspondre à des canons de beauté, alors que les peaux noires sont extrêmement belles. Et je pense à cette femme, Lupita Nyong'o, qui est une actrice mexicano-kenyane américaine, qui a été oscarisée en 2014 pour son rôle dans 12 Years a Slave, et qui joue dans Black Panther, qui est assez foncée de peau et qui a fait un speech en disant que quand elle était petite, elle priait chaque jour pour que Dieu lui donne la peau plus claire. Et qu'elle était absolument complexée par sa couleur de peau, et qu'un jour en fait elle a vu Alek Wek, qui est mannequin d'origine soudanaise, et que ça l'a complètement décomplexée qui a la peau très très foncée par rapport à sa couleur de peau. Et aujourd'hui, Lupita Nyong'o, c'est une femme qui est magnifique, qui est égérie Lancôme, qui est la première noire à être égérie de la marque Lancôme. Et je trouve que ces exemples-là montrent aussi aux petites filles qu'on peut être noire foncée et qu'on peut être belle, on peut être considérée comme belle, et on peut être même un modèle pour d'autres femmes qui sont moins foncées. Donc il y a un vrai travail à engager sur cette question-là, et je pense vraiment que moi c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec des femmes sénégalaises pour vraiment qu'on arrive. Je me souviens de la campagne qui avait été lancée notamment par Aïcha Dem qui s'appelait Nul Cook, après qu'une marque avait lancé, une marque de Ressal, donc d'éclaircissant, avait lancé une campagne Respect. Voilà, Respect. Et du coup la réponse était Nul Cook, ce qui veut dire noir foncé, et de dire qu'on peut être noir et très belle. Et donc il y avait une page Facebook qui montrait des modèles comme cela. Et je trouve que ça, c'est des initiatives qui sont positives, qui peuvent permettre aux jeunes femmes, mais même aux femmes plus âgées, d'accepter leur couleur de peau, et pas seulement de l'accepter d'une manière résignée, mais de l'affirmer et de dire que ça peut être très beau. On n'a pas besoin toutes d'être Beyoncé, quoi. Je veux dire, Beyoncé est magnifique, mais au Sénégal, les femmes sont foncées, elles sont aussi très très belles, et ça, c'est un capital qui pour moi doit être valorisé. Parce qu'aujourd'hui, quand on revient à des principes au Sénégal, ça se perdure encore un peu aujourd'hui, mais les femmes les bougent, je ne sais pas si tu connais à l'époque, elles sont très foncées de peau, elles ont quand même une façon de se maquiller, de se mettre en valeur qui était exceptionnellement belle et traditionnelle. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une question d'identification et de place de chacun. Exactement, et c'est une question
aussi de savoirs perdus, de savoirs et de traditions qui sont perdus. C'est-à-dire que tous les schémas ont été bousculés par le fait de placer à l'échelle supérieure la beauté blanche. Et du coup, les traditions qui valorisaient les peaux noires foncées ont disparu d'une certaine manière. Et du coup, c'est vrai que cette manière dont on va systématiquement donner beaucoup de valeur aux femmes qui ont la peau claire, un certain type de physionomie, c'est un dommage qui est terrible. Et je pense qu'on a aussi intérêt à se reconnecter avec des savoirs ancestraux, avec des expressions anciennes pour se situer et se retrouver en tant que personne africaine et afrodescendante. Pour finir juste, moi je vais revenir sur ton livre, ne reste pas à ta place. C'est une façon quand même, c'est une phrase qui parle à tout le monde, de ne pas rester à sa place. Oui, alors oui, effectivement, ce livre, c'est un livre qui est paru dans une collection de développement personnel. Donc ça se veut être un guide, évidemment, il n'a pas du tout vocation à être un guide rigide, biblique, etc. Je ne vis pas du tout comme un gourou. Mais le sous-titre, c'est « Comment arriver là où personne ne vous attendait ». Et j'ai utilisé ma biographie, j'ai utilisé ma trajectoire pour dire les leçons que j'en avais tirées. Parce qu'effectivement, je suis une fille d'immigrés, sénégalais, je suis musulmane, je suis noire, je suis issue d'un milieu ouvrier. Et aujourd'hui, j'évolue dans des sphères qu'on considère sociologiquement comme étant des sphères intellectuelles supérieures. Et donc, si on avait prédit les choses à ma naissance par rapport à l'environnement dans lequel je suis née, on n'aurait pas pu imaginer que je sois, à l'âge adulte, à l'endroit où je suis aujourd'hui. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par l'environnement dans lequel j'ai baigné, par ma famille qui était très aimante et puis aussi très encourageante, et puis toutes les rencontres que j'ai faites et toutes les leçons que j'ai tirées de tout ce que j'ai vécu. Et c'est un peu ça que je partage dans le livre, c'est quel principe j'ai édicté à travers mon expérience et quelles leçons j'ai tirées de tout ce qui m'est arrivé. Mais pas seulement des succès, pas seulement des choses positives, mais aussi des échecs, des déconvenus que j'ai rencontrés. Tu as parlé tout à l'heure du fait que j'étais harcelée, insultée au quotidien. Comment je fais et comment tu fais pour le vivre? Parce que c'est pas donné à tout le monde de survivre avec ça. C'est pas facile, mais j'explique aussi comment j'arrive à prendre de la distance et comment je parviens aussi à tout simplement comprendre aussi qu'il y a une différence entre le personnage public et la personne que je suis réellement. Et en ça, ce que je dis, c'est que l'entourage, le fait d'être aimé au quotidien par des gens qui nous connaissent réellement, c'est quelque chose de salutaire. Et très honnêtement, quand je dis ne reste pas à ta place, c'est quelque chose que je veux partager. Et je ne suis pas dans le discours méritocratique. Moi, je ne crois pas à cette philosophie du quand on veut, on peut. Je pense qu'il ne suffit pas de vouloir. Parfois, la sociologie, parfois l'environnement nous empêche de rencontrer notre potentiel. Et donc, je ne veux pas culpabiliser les gens qui n'auraient pas de succès parce que plein de choses les en empêchent. Parce que souvent on dit il suffit de le vouloir. C'est absolument faux. Je pense que c'est plus facile de le vouloir quand on a toutes les cartes de son côté, quand on a la famille qu'il faut, le capital économique, le capital culturel qui nous permet d'avancer, et que c'est beaucoup plus dur. Je veux dire, il y a une ligne de départ, il y a des gens qui partent de là, d'autres qui partent de là. Donc vouloir quand on est là, c'est facile. Quand on est là, on a quand même tout un retard à combler, et parfois on n'a pas les ressources matérielles, intellectuelles, psychologiques, tout simplement pour combler ce retard. Donc moi, si on n'y arrive pas, je ne veux pas accabler les gens en leur disant c'est de votre faute. Simplement, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi célébrer les petites victoires. Et le fait de pouvoir parfois déjouer la sociologie à son niveau avec des victoires qui vont pas transformer la société et qui vont pas rendre la société juste, mais qui vont permettre de nous accomplir, de dire ok, j'ai fait ça et c'est super quoi. C'est pour ça que j'ai lancé un hashtag qui s'appelle Ne reste pas à ta place et qui demande aux gens de témoigner du moment dans leur vie où ils où elles ne sont pas restées à leur place. Et franchement, j'ai reçu des milliers de témoignages et c'est fabuleux parce que ça raconte plein de choses. Ça raconte pas seulement la réussite économique ou scolaire, parce que moi je crois que la réussite c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement les diplômes, c'est aussi réussir face à la maladie, c'est aussi parvenir à exercer le job de ses rêves, mais pas forcément un job qui est lucratif, mais un job artistique. C'est parvenir à, quand on nous a dit qu'on était trop noire ou trop grosse, à devenir mannequin. Pour Rihanna, je pense à Lena particulièrement, qui a témoigné, qui pèse 100 kilos et qui est mannequin pour Rihanna, pour Fenty, pour la marque Fenty. Et voilà, c'est se dire qu'on peut se voir dire des choses sur ce qu'on est et finalement arriver à les déjouer et s'affirmer en dépit. Mais ce hashtag, est-ce que finalement c'est pas le hashtag des opprimés, de ceux qu'on a longtemps dit tu n'y arriveras pas, ça marchera pas pour toi? Parce que moi j'ai un peu suivi, j'ai un peu d'ailleurs participé pour rien cacher, mais j'ai un peu suivi parce qu'il y a des jeunes filles qui vont dire moi quand j'étais en première année de droit, mon prof m'a sorti tu n'y arriveras pas, et je suis avec ma robe d'avocate et je suis avocate donc je suis à ma place. Est-ce que finalement c'est pas
le hashtag de toutes ces personnes à qui on a dit, de par ta couleur, de par ton appartenance, de par ton niveau social ou autre chose d'ailleurs, tu n'y arriveras pas. Absolument. C'est vraiment ça. C'est des gens à qui on a dit de rester justement à la place à laquelle la société les aurait assignés et qui finalement ont réussi à aller au-delà de ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de récits qui parlent de gens qui étaient dans un environnement scolaire où on leur a dit qu'ils ne parviendraient jamais à aller au-delà de tel ou tel niveau et qui se retrouvent dans une situation de réussite absolument formidable et admirable. Et je suis contente que tu aies participé à ce challenge parce que pour moi, c'est juste de me dire que ce titre ne m'appartient plus et que les gens s'en sont emparés et on fait quelque chose, c'est génial. Ça sort des tripes quand on le fait. Ouais, c'est une bouffée d'air et c'est magnifique de me dire que toi tu te reconnais dedans et que tu arrives à raconter des choses qui sont très personnelles. Ça montre aussi qu'effectivement quand tu dis que c'est le hashtag des opprimés, il y avait aussi une volonté de revanche et de réaffirmation de la part de personnes qu'on ne voit pas beaucoup, à qui on a dit effectivement vous serez là et vous ne bougerez pas de là et qui ne sont pas restés justement à cette place-là. Et c'est très important de les faire exister parce que ce sont des voix qu'on n'entend pas souvent. En tout cas, merci beaucoup Rokhaya Diallo. Merci, c'était un plaisir. À très bientôt et puis on te souhaite beaucoup de courage. Après cet échange très inspirant avec la grande Rokhaya Diallo, qui, vous l'avez compris, évidemment, ne restera pas à sa place, nous vous donnons rendez-vous avec d'autres acteurs forts de la diaspora, ici ou ailleurs. The free day.